fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je suis particulièrement content de passer après Vincent Gesser, parce qu'il a évoqué la mémoire et l'histoire de nos sociétés. Pas seulement la Tunisie, ça ressemble beaucoup à l'Algérie, malgré effectivement la réputation très mauvaise qui est la nôtre, et que j'assume en ce qui me concerne. Ce que je veux dire, c'est que nos élites, nos sociétés, elles sont très profondément marquées par la dictature, par la violence inhérente, la violence permanente, structurelle, inhérente à la dictature. L'absence de toute culture démocratique, l'absence de tout réflexe de compromis politique vient précisément du fait que des générations entières, chez vous, chez nous, mais aussi au Maroc et en Libye, ont été formées, formatées, ont baigné dans l'absence totale de liberté et de capacité d'expression, avec la bénédiction de l'Occident et de l'ancienne puissance coloniale en particulier. Donc, économie politique de la violence au Maghreb. Il est évident que quand on veut étudier et comparer ces sociétés-là, il faut au moins essayer de qualifier les régimes et de voir un peu comment ils sont économiquement organisés. Il y a une grande différence entre la Tunisie et l'Algérie en termes d'organisation économique. La Tunisie est un pays de production et de services. L'Algérie est un pays d'exportation de pétrole et de gaz. C'est une rente. Et la différence n'est pas minime, elle est structurante, elle est fondamentale. Dans la dictature algérienne, il n'y a pas besoin de parler avec les partenaires sociaux. On n'a pas besoin de partenaires sociaux, on n'a pas besoin de syndicats, on n'a pas besoin de patronat, on n'a besoin de personne. On n'a même pas besoin de peuple. Il suffit simplement de contrôler les exportations de pétrole et de gaz de bout en bout et de contrôler les importations qui sont permises par les revenus tirés du pétrole et du gaz. En Tunisie, la dictature, aussi absurde soit-elle, a été obligée, vaille que vaille, de négocier, de tenir en compte au moins des partenaires sociaux. Ce n'est pas sans effet sur la transition. La transition tunisienne, aussi problématique qu'elle puisse paraître, elle a peut-être plus de chances de se dérouler dans des conditions relativement peu coûteuses que la transition qui risque un jour d'avoir lieu en Algérie. Parce que nous en sommes loin, nous en Algérie, on est dans la bonne dictature militaire, avec 200 milliards de dollars de réserves de change, des centaines de tanks, des dizaines de milliers de policiers. Donc la révolution arabe évoquée ce matin pour la République algérienne me paraît être une hypothèse d'école, c'est totalement théorique. Donc aujourd'hui, en Tunisie, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les dangers et les risques, moi je crois que l'existence d'acteurs sociaux anciens et forts, structurés, a un effet extrêmement positif sur le déroulement de cette transition. Alors, économie politique de la violence. En Algérie, il est évident que la dictature militaire, en fait militaro-policière, parce qu'en Algérie, c'est les services secrets, la police politique, qui contrôlent l'armée. L'armée n'est qu'un instrument secondaire. C'est la vraie puissance, c'est le département du renseignement et de la sécurité qui contrôle le pays de bout en bout. Il n'y a pas 36 clans en Algérie, il n'y en a qu'un seul. C'est celui du DRS. Donc c'est le centre absolu qui délègue, qui a des clientèles, qui paye des clientèles grâce à cette extraordinaire manne pétrolière qui ramène 60 milliards de dollars par an, tant bien que mal. En échange, le DRS, puisqu'il faut l'appeler par son nom, lui, il se fiche éperdument de la population. La population est abandonnée à son sort. Il n'y a pas de politique d'État, si ce n'est peut-être une vague adhésion au principe de l'ajustement structurel que vous avez bien connu en Tunisie et du FMI, que la guerre civile a permis en 1994. Parce que pendant que la guerre civile avait lieu, la guerre contre les civils en fait, on a subrepticement et en douce organisé la transformation des structures de l'État et de l'économie algérienne en les libéralisant. Résultat des courses, en Algérie, où il y avait un système de santé qui était globalement efficace, aujourd'hui on meurt à l'entrée des hôpitaux. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc, que se passe-t-il? Pendant que les généraux, leur clientèle et leurs hommes d'affaires, les kleptocrates, tirent profit avec leurs associés européens, tirent profit de l'exportation de pétrole et de gaz,
Eh bien, les terroristes, plus ou moins autonomes, plus ou moins avérés, parce qu'un jour on fera l'histoire de ce terrorisme algérien et on verra bien que la contre-subversion y joue un rôle fondamental. Ces terroristes, eux, ont toute l'économie informelle. Toute l'économie informelle d'une population de 40 millions d'habitants, qui dispose de revenus sans contrepartie. Donc, vous avez une puissance financière considérable. Les réseaux terroristes se financent sur les hold-up, sur les braquages, sur le racket, sur la contrebande, avec la Tunisie, mais aussi avec le Maroc, mais aussi avec le Mali. Et c'est là où il y a des points de jonction entre l'appareil sécuritaire et le terrorisme, c'est que ces contrebandes frontalières, ce trafic de drogue, il est permis par la jonction entre les groupes terroristes, les voyous, la mafieux, et la haute hiérarchie sécuritaire. On ne peut pas faire rentrer 300 camions de cigarettes sans qu'on les voit, par quelque frontière que ce soit. Donc là, il y a donc cette économie politique, elle est structurée. Tout comme les Tunisiens le savent mieux que personne, l'économie politique de la dictature est une économie de type délinquant. L'économie de Ben Ali, c'était une économie de prédation, de captation illicite et d'accaparement. On le voit bien à travers les groupes familiaux qui l'entouraient, les groupes amicaux qui le soutenaient. En Libye, qui est le résultat du droit de protéger, de l'intervention civilisée, à mon avis, c'est peut-être l'aboutissement ultime de ce que risque d'être l'Algérie. Ce sont des milices qui contrôlent de plus en plus les exportations, l'exploitation et l'exportation des ressources fossiles. Donc on a une sorte d'élitement complet de l'État, si tant est qu'il y eut un jour un État libyen, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, mais grâce à l'intervention de la civilisation occidentale, aujourd'hui, l'État libyen n'existe absolument plus. Et grâce à cette intervention, des milices mafieuses gèrent le pétrole. Peut-être que ce sera comme ça c'est peut-être comme ça que l'Occident voudrait nous gérer pendant une période de transition jusqu'à ce que nous devenions à notre tour civilisés. C'est possible. Ça va demander peut-être du temps. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur la transition, sur l'économie politique de la violence et sur l'absence totale de réponse de nos élites à la dictature des thèses ultralibérales, à la dictature du consensus de Washington. On est là, on applaudit Soros, on applaudit la privatisation, on applaudit l'ouverture de nos marchés à toutes les productions étrangères de la plus basse qualité d'ailleurs, sans que nous soyons capables d'apporter une réponse qui défende des populations pour la plupart abandonnées, sans ressources et sans moyens. Et c'est là vraiment le cœur de notre problématique. Quelle réponse apporter au défi de l'économie politique du terrorisme appuyée par le libéralisme? Je vous remercie.